History Secrets. Comment une civilisation contrôle-t-elle des millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte? Cette question traverse l'histoire depuis les premières sociétés humaines. La Chine, la vallée de l'Indus, la Mésopotamie et l'Égypte n'ont pas seulement survécu, elles ont dominé. Chacune a trouvé une solution différente au même problème fondamental. Le contrôle social. En Chine, la réponse fut la bureaucratie. Un système rigoureux basé sur des examens qui orientaient toute l'énergie de la population. Pendant des siècles, des familles entières vivaient avec un seul objectif: faire en sorte que leurs enfants réussissent les examens impériaux. Ce mécanisme créait ordre, prévisibilité et stabilité. Curieusement, ce modèle existe encore aujourd'hui, simplement sous un autre nom. Dans la vallée de l'Indus, la stratégie était complètement différente. Là, le contrôle ne venait pas de la compétition, mais de l'égalité. Une religion basée sur l'harmonie, la paix et l'équilibre social façonnait la société. Ce système deviendrait plus tard la base de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le bouddhisme. Déjà en Mésopotamie, le scénario était différent. Sans barrière naturelle, la guerre est devenue inévitable. L'instabilité externe générait une cohésion interne. La survie collective dépendait du conflit constant. Et puis, l'Égypte. Une civilisation qui a porté le contrôle à un niveau radicalement différent. Là, le pouvoir n'était pas seulement politique. Il était divin. Le pharaon ne gouvernait pas seulement comme un leader. Il était considéré comme un dieu vivant. Mais il y avait un problème silencieux dans cette structure. Le pharaon était humain. Et un humain au sommet d'un empire absolu vit sous une menace constante. Complot, trahison, conflit interne. La question change alors. Qu'est-ce qui définit réellement un grand leader? En surface, nous apprenons des réponses familières. Responsabilité, sagesse, empathie, connaissance. Mais l'histoire semble pointer dans une autre direction. Une direction inconfortable. Les grands leaders ne sont pas seulement préparés. Ils sont façonnés pour survivre dans des environnements extrêmes. Et, pour cela, 3 caractéristiques émergent de manière récurrente. La première est l'imprévisibilité. Un leader qui ne peut pas être prévu, ne peut pas être facilement manipulé. La deuxième est une forte tolérance au stress. Pression, critique, haine. Tout devient secondaire. Et la troisième est l'absence d'empathie. La capacité de prendre des décisions sans être paralysé par la souffrance des autres. Ces 3 caractéristiques, lorsqu'elles sont combinées, forment quelque chose de plus profond. Un état psychologique spécifique. Une rupture interne. Nous appelons cela la dissociation. La dissociation n'est pas seulement un concept clinique. C'est un mécanisme mental puissant. C'est la capacité de se séparer de sa propre expérience. D'observer soi-même comme si l'on était une autre personne. Comme un spectateur à l'intérieur de son propre corps. Cet état crée une distance émotionnelle qui permet des actions impossibles pour la plupart des gens. Et c'est précisément cette distance qui transforme le comportement. L'imprévisibilité apparaît parce qu'il n'existe pas de AM ou AIE fixe. La tolérance au stress émerge parce que la douleur n'est pas ressentie de la même manière. Et le manque d'empathie se manifeste parce que l'autre cesse d'être perçu comme un égal. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? La réponse peut se trouver dans quelque chose d'encore plus complexe. La dynamique des jeux sociaux. Dans des systèmes avec des millions d'individus, gagner ne dépend pas seulement de la compétence. Cela dépend du positionnement. Alliance, intérêt caché, connexion invisible. Le véritable pouvoir réside dans la capacité d'occuper plusieurs espaces en même temps. Mais cela crée un problème. La loyauté. Si tu appartiens à plusieurs groupes, comment éviter d'être contrôlé par l'un d'eux? La solution est de fragmenter sa propre identité. Créer différentes versions de soi pour chaque contexte. Une personne dans chaque environnement. Un esprit qui s'adapte constamment. Ce type d'esprit ne peut pas être facilement compris. Et, par conséquent, ne peut pas être facilement dominé. Maintenant, reviens à l'Égypte. Si le pharaon est au pouvoir, comment le transformer en ce type d'esprit? Comment créer de multiples identités à l'intérieur d'une seule personne? La réponse peut se trouver dans quelque chose qui à première vue semble seulement symbolique. La mythologie. Ra, Osiris et Horus ne sont pas seulement des personnages. Ils représentent des états psychologiques distincts. Ra incarne le héros absolu. La force qui affronte le chaos chaque jour. Osiris représente la victime. Celui qui souffre, est trahi et détruit. Et Horus symbolise la vengeance.
La réponse active face à l'injustice. 3 archétypes, 3 identités. Mais si ce n'était pas seulement une histoire? Et si c'était un scénario, un système destiné à être joué, vécu et intériorisé? Parce que, en Égypte, le pharaon ne croyait pas seulement en ses dieux, il les devenait. À travers des rituels, des expériences intenses et des états modifiés de conscience. L'objectif n'était pas d'enseigner, c'était de reprogrammer. Créer des souvenirs qui n'étaient pas seulement rappelés, mais ressentis comme réels. Ici entre en jeu un concept crucial. La réalité n'est pas perçue directement. Elle est interprétée par l'esprit. Si tu contrôles l'expérience de quelqu'un, tu contrôles ses souvenirs. Et si tu contrôles ses souvenirs, tu contrôles qui cette personne est. Cette idée, discutée par des philosophes comme Kant, révèle une limite fondamentale. Nous ne pouvons pas accéder à la réalité en soi, seulement à ce que nous en percevons. Cela ouvre une possibilité troublante. Si la perception peut être manipulée, l'identité peut l'être aussi. Et c'est exactement à ce point qu'émerge l'un des mécanismes les plus controversés. La programmation humaine. Des expériences intenses, combinées à des états altérés, peuvent créer des impressions profondes. Si profondes qu'elles dépassent la conscience. Et commencent à opérer dans le subconscient. Transformant le comportement, les décisions et les réactions, sans que la personne ne s'en rende compte. Cette logique n'est pas seulement théorique. Elle explique pourquoi l'entraînement extrême fonctionne. Pourquoi la répétition façonne les compétences. Et pourquoi certaines réponses semblent automatiques. Mais, dans le cas de l'Égypte, cela a peut-être été bien plus loin, bien au-delà de l'entraînement, bien au-delà de l'éducation. Peut-être que cela a touché quelque chose de plus profond, quelque chose qui redéfinit complètement ce que nous entendons par identité. Et si l'esprit humain pouvait être façonné comme un système, programmable? Cette idée peut sembler extrême. Mais, lorsque nous observons certains schémas historiques, elle commence à faire sens. Dans l'Égypte ancienne, le pouvoir n'était pas seulement hérité. Il devait être maintenu. Et maintenir le pouvoir exigeait quelque chose de plus que la force ou l'intelligence. Cela exigeait un contrôle interne absolu. Le type de contrôle qui ne vacille pas face à la peur, à la douleur ou au doute. Mais comment créer cela chez un être humain? Une réponse possible se trouve dans la combinaison de 2 éléments extrêmes. Expérience intense et état altéré de conscience. Rituels. Selon cette interprétation, le pharaon ne se contentait pas d'observer la mythologie. Il la vivait. Sous des effets qui amplifiaient la perception, chaque événement était ressenti comme réel. Chaque douleur, chaque peur, chaque action. La frontière entre imagination et réalité disparaissait. Et dans cet état, quelque chose de profond se produisait. L'identité commençait à se fragmenter. Imagine être amené à croire que tu es Ra, le dieu qui combat chaque nuit le chaos. Tu fais face à une menace, tu attaques, tu détruis. Tu ressens le pouvoir, la responsabilité, la nécessité de vaincre. Maintenant, imagine être Osiris. Trahi, emprisonné, détruit. Une expérience de vulnérabilité extrême. Et ensuite, Horus. La réponse. La vengeance, la reprise du contrôle. Chaque rôle vécu non comme une histoire, mais comme une mémoire réelle. Le résultat n'est pas un apprentissage. C'est une transformation. L'esprit commence à fonctionner avec plusieurs centres d'identité. Chacun activé par un contexte, une émotion ou un stimulus. Et ici, entre un détail crucial. Le déclencheur. Certains stimuli sensoriels peuvent activer des états spécifiques de l'esprit. Parmi eux, l'un des plus puissants est l'odorat. Les odeurs ont un lien direct avec la mémoire et l'émotion. Un arôme spécifique peut éveiller des sensations profondes, instantanément. Si différentes identités sont associées à différents stimuli, alors il est possible de les activer à la demande. Un leader apparemment stable peut changer complètement de comportement sans s'en rendre compte. Mais il existe un autre élément encore plus délicat dans ce système, la dépendance. Lors d'expériences intenses, en particulier sous l'effet du traumatisme, l'esprit cherche un point d'ancrage, quelqu'un qui représente la sécurité. Dans le contexte égyptien, cette figure était Isis, pas seulement comme déesse, mais comme une présence active à l'intérieur du rituel. Une voix, une figure, un soutien émotionnel. Avec le temps, cette présence devient essentielle.
L'esprit commence à associer la sécurité, l'orientation et la confiance à cette figure. Et cela crée quelque chose de puissant. L'influence. Si cet éga voyeux peut accéder au pharaon dans des états vulnérables, alors elle peut guider ses décisions. Sans résistance. Sans remise en question. Ce type de structure ne dépend pas d'une force externe. Il opère de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, élargis cette logique. Et si cela ne se limitait pas à l'Égypte? Et si, à un certain niveau, nous fonctionnions tous de manière similaire? Dans la pratique, nous le faisons déjà. Nous sommes des personnes différentes, selon les contextes. À la maison, au travail, entre amis. Chaque environnement active des comportements spécifiques. Chaque situation éveille une version différente de nous-mêmes. Ce n'est pas une dissociation extrême, mais c'est une forme légère du même mécanisme. Un environnement façonne l'identité active. Et cela révèle quelque chose d'important. L'esprit humain est hautement adaptable. Et par conséquent, influençable. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Considère un exemple simple. Un athlète de haut niveau. Des années d'entraînement ont façonné ses réflexes, sa perception, sa réponse. Maintenant, imagine qu'il perde toute sa mémoire consciente. Il oublie qui il est. Il oublie son histoire. Mais, en entrant sur le terrain, son corps réagit toujours. Parce que l'entraînement ne se trouve pas seulement dans la mémoire consciente. Il se trouve dans le subconscient. Dans le système automatique. C'est le point clé. Si le comportement peut être conditionné, alors, l'identité peut aussi être influencée. Et dans des contextes extrêmes, même orientés. Cette ligne de pensée mène à une conclusion troublante. Avec les bons stimuli, la répétition et l'intensité, il est possible de façonner des réponses automatiques. Créer des schémas qui s'activent sans décision consciente. Cela soulève des hypothèses controversées. Sur le contrôle. Sur le conditionnement. Sur les limites de l'autonomie humaine. Mais il est important de garder un point clair. Une grande partie de ce qui est décrit ici est interprétative. Une lecture possible. Pas une affirmation définitive. Malgré cela, un élément traverse toute cette discussion. L'expérience de mort imminente. Des récits de personnes qui ont été proches de la mort et qui sont revenus. Ces expériences ont quelque chose en commun. Une sensation de sortie du corps. Un état de paix intense. Et, souvent, une révision complète de leur propre vie. Comme si chaque action était revécue, mais en ressentant maintenant l'impact causé aux autres. Ce type d'expérience modifie profondément la perception. Les valeurs changent. Les priorités changent. L'identité elle-même peut être reconfigurée. Maintenant, relie cela à ce que nous avons vu auparavant. Des états extrêmes peuvent reprogrammer l'esprit. Et cela soulève une hypothèse. Ces états auraient-ils été utilisés intentionnellement dans le passé comme des outils de transformation? Ou auraient-ils été simplement des découvertes accidentelles, interprétées ensuite? La réponse n'est pas claire. Mais la question demeure. Si l'esprit peut être façonné par l'expérience, alors celui qui contrôle l'expérience contrôle le résultat. Et cela nous ramène au point central. Le pouvoir. Pas seulement comme une autorité externe, mais comme une maîtrise interne. Une maîtrise de la peur, de la douleur, de l'identité et de la perception. Peut-être est-ce cela qui distingue les leaders ordinaires de ceux qui traversent l'histoire. Pas nécessairement plus intelligents, mais structurés différemment. Capables d'opérer là où d'autres s'effondreraient. Capables d'agir là où d'autres hésiteraient. Et, surtout, capables de se déconnecter. À partir de ce point, la question cesse d'être historique et devient personnelle. Parce que, si ces mécanismes existent à un certain niveau, alors ils n'appartiennent pas seulement au passé. Ils font partie de la structure de l'esprit humain. Et cela change complètement la manière dont nous percevons le comportement. Ce que nous appelons une décision peut ne pas être totalement conscient. Ce que nous appelons identité peut ne pas être totalement fixe. L'esprit n'est pas une entité unique et stable. C'est un système dynamique, composé de multiples états. Et ces états peuvent être activés. Si tu observes attentivement, tu le remarqueras au quotidien. Il y a des moments où tu réagis avec calme. D'autres, avec impulsivité. Parfois, tu es rationnel. D'autres fois, émotionnel. Et à certains moments, tu agis de façon que tu ne reconnais même pas ensuite. Comme si tu avais été une autre personne. Ce n'est pas normal.
C'est le fonctionnement naturel de l'esprit dans différents contextes. Mais lorsque ce processus est intensifié, il peut devenir quelque chose de bien plus profond. Maintenant revient à l'idée de conditionnement. Si un stimulus est répété plusieurs fois, associé à une émotion spécifique, il crée une réponse automatique. C'est la base de pratiquement tout apprentissage. Mais cela peut aussi être la base de quelque chose de plus sophistiqué. La programmation comportementale. Un son, un mot, une odeur peuvent activer des états internes spécifiques. Et plus le processus d'association est intense, plus la réponse sera forte. Cela explique pourquoi certains environnements modifient complètement le comportement des gens. Pourquoi les foules agissent différemment des individus. Pourquoi les symboles ont tant de pouvoir. Et pourquoi les récits peuvent mobiliser des sociétés entières. Maintenant, imagine ce principe appliqué de manière intentionnelle. Pas seulement pour enseigner, mais pour modeler. Pour créer des schémas internes qui fonctionnent automatiquement. À partir de ce point, apparaît une ligne délicate entre influence et contrôle. Parce que, si une personne réagit automatiquement à certains stimuli, jusqu'à quel point choisit-elle réellement? Cette question n'a pas de réponse simple. Mais elle révèle quelque chose d'essentiel. L'autonomie humaine peut être plus limitée que nous l'imaginons. Cela nous amène à un autre aspect central. Le traumatisme. Les expériences intenses, en particulier celles qui impliquent la peur, la douleur ou le choc, ont un impact beaucoup plus profond sur l'esprit. Elles ne sont pas seulement mémorisées. Elles sont enregistrées à des niveaux plus profonds. Et souvent, fragmentent la perception, créant des lacunes, des séparations internes, ou même des versions distinctes de réponses. Ce processus est directement lié à la dissociation. L'esprit se détache de l'expérience pour pouvoir la supporter. Mais en faisant cela, il crée une division. Une partie ressent, une autre observe. Et cette division peut être réutilisée. Si cette structure est répétée et renforcée, elle cesse d'être une réaction et devient un modèle, un mécanisme permanent. Et à partir de là, l'identité cesse d'être une ligne continue. Elle devient un ensemble d'états. Des états qui peuvent être activés, désactivés, combinés. Cela ne signifie pas nécessairement une perte de contrôle. Mais cela signifie que le contrôle peut être influencé. Maintenant, relie cela à quelque chose d'encore plus vaste. La culture, les religions, les systèmes éducatifs, les traditions, tous fonctionnent par répétition, symboles et expériences partagées. Ils créent une identité collective. Ils façonnent le comportement. Ils définissent ce qui est acceptable, souhaitable ou condamnable. Et ils le font d'une manière si profonde que nous le remarquons rarement. Parce que, pour ceux qui sont à l'intérieur, cela semble naturel. Peut-être que c'est le point le plus important. La plus grande forme d'influence n'est pas celle qui s'impose. C'est celle qui s'intègre. Qui devient invisible. Qui est perçu comme faisant partie de ce que nous sommes. Et, lorsque cela se produit, il n'y a pas de résistance. Parce qu'il n'y a pas de perception de contrôle. Mais cela ne mène pas nécessairement à une conclusion négative. En réalité, cela ouvre une possibilité. Si l'esprit peut être façonné, il peut aussi être compris. Et, une fois compris, il peut être orienté de manière consciente. La différence réside dans la conscience du processus. Entre être guidé et guidé, peut-être que les anciens ont découvert des fragments de ce fonctionnement, peut-être ont-ils exploré, testé, expérimenté. Peut-être une partie a été perdue et une autre a évolué. Mais une chose demeure. L'esprit humain continue d'être l'un des systèmes les plus complexes qui existent. Et, en même temps, l'un des plus vulnérables. Vulnérable à l'expérience, à la répétition, à la narration, et à ce que nous choisissons de croire. Au final, la question ne concerne pas seulement les pharaons, les leaders ou les civilisations anciennes. Elle nous concerne. La façon dont nous pensons, la façon dont nous ressentons, et la façon dont nous devenons ce que nous sommes. Parce que, s'il existe un ego secret yo dans tout cela, peut-être qu'il n'est pas caché. Peut-être qu'il est en train de se produire tout le temps. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés. Mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenus.
Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.